traumatisme. Dissociation. Au pluriel. L'association francophone du trauma et de la dissociation présente la saison 2 de notre podcast Dissociation. Au pluriel. Pour découvrir la dissociation d'origine traumatique sous de multiples facettes. Il se dissocie. Elle est complètement dissociée. C'est un état dissociatif. Il souffre de troubles dissociatifs. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Aujourd'hui, Éric Binet nous raconte le lien entre dissociation et attachement. Un point de vue passionnant d'un spécialiste de la toute petite enfance. Éric Binet, vous êtes docteur en psychologie et docteur en sciences de l'éducation, psychologue clinicien, maître de conférences à l'école de psychologues praticiens à Paris, chargé de cours pour les universités de Lorraine, de Côte d'Azur et de Paris 5. Vous avez écrit de nombreux articles, notamment sur la petite enfance et sur l'attachement. Vous avez dirigé le livre « Évaluer et prendre en charge le TDI » chez Duno, et votre livre « Le syndrome de Munchausen » paraît ce mois-ci chez De Boeck. Vous avez aussi été président de l'AFTD pendant les 5 dernières années et nous sommes ravis de vous écouter aujourd'hui. Bienvenue Éric Binet et merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet sensible et complexe, encore bien méconnu de l'univers de la pratique de la psychothérapie, l'attachement et les troubles dissociatifs. L'idée étant de mieux comprendre leurs origines et leurs liens, sans oublier leurs manifestations et leurs traitements. Nous allons donc plonger dans les profondeurs de l'attachement et des troubles dissociatifs, deux domaines cruciaux mais souvent mal compris ou sous-estimés dans notre pratique de thérapeute. Pourquoi ? En écoutant mes collègues lors de supervision, je constate régulièrement que nous avons encore beaucoup de mal à comprendre comment nos expériences précoces nous affectent autant. Quand je dis autant, c'est une fois devenu adulte. J'en donnerai quelques exemples en fin de podcast. De même, dans la littérature, l'essentiel de ce qui a été écrit sur les troubles dissociatifs concerne les adultes, en évoquant assez rarement la petite enfance, comme s'il s'agissait d'un angle mort. Ainsi, nous avons très peu d'éléments sur l'étude de la dissociation chez les enfants, voire chez les tout-petits, alors que nous avons beaucoup d'indices qui viennent nous confirmer que les troubles dissociatifs peuvent se structurer très précocement, vraisemblablement dès les premières années de vie. Et en tant que thérapeute, il est par exemple assez rare dans les anamnèses de nos patients que l'on s'intéresse à ce que la personne a pu vivre pendant ces 3 premières années, voire même pendant la période intra-utérine. Or, de nombreuses études confirment année après année combien ces expériences traumatiques préverbales, généralement associées à des styles d'attachement insécures, on verra ça bientôt, nous fragilise au-delà de la petite enfance pour durer toute notre vie. Pour m'aider dans l'élaboration de ce podcast aujourd'hui, j'ai utilisé de nombreuses ressources et je voudrais tout d'abord vous en citer 2. On les donne souvent à la fin, mais je préfère vous les indiquer au départ, car dans les 2 cas, c'est aussi l'occasion de rappeler combien la FTD contribue au développement du champ de la connaissance autour de ces questions et vous inviter naturellement à rejoindre notre association en devenant membre. Une première ressource qui m'a été utile, c'est d'avoir participé et suivi le diplôme universitaire sur les troubles dissociatifs créé par l'AFTD, en collaboration avec le Centre Pierre Janet et l'École de psychologues praticiens de Paris. En particulier les cours d'Amélie Simon et du docteur François Louboff sur l'attachement. Je voudrais également citer une autre ressource, un chapitre tiré de l'ouvrage collectif de l'AFTD, Évaluer et prendre en charge le trouble dissociatif de l'identité chez Duno. Ce chapitre a été écrit par Alexandra Després, spécialiste de l'attachement, en particulier le modèle développé par Patricia Crittenden, dont je vous reparlerai par la suite.
Venons-en maintenant à un premier objectif que je me suis fixé aujourd'hui, comprendre les implications cliniques de l'attachement. Pour comprendre les implications cliniques de l'attachement, il faut évidemment repartir du principe que nous faisons référence tout d'abord à une théorie, celle de l'attachement. Cette théorie repose sur un paradigme, à savoir que dès la petite enfance, nos relations interpersonnelles se construisent, se fondent sur nos échanges relationnels. Au départ, dans un environnement familial, à travers toutes les interactions avec les personnes qui prennent soin du bébé, en règle générale les parents. Développé initialement par John Bowlby et Mary Ainsworth dans les années 50-60, ce modèle théorique est apparu après la Seconde Guerre mondiale, alors que des psychanalystes comme Winnicott en Angleterre, ou en France Myriam David et Geneviève Appel, avaient développé des recherches sur les effets des séparations précoces prolongées chez des jeunes enfants, par exemple en pouponnière. L'être humain, est-il besoin de le rappeler, a un besoin vital de nouer des liens affectifs avec les personnes qui prennent soin de lui, cela tout simplement pour lui garantir ses meilleures chances de survie. Ce sont ces expériences précoces qui vont l'aider à développer un sentiment de soi. John Bowlby s'est en fait inspiré au départ des recherches menées par des éthologues comme Konrad Lorenz, qui a développé le concept d'empreinte, montrant qu'un oisillon, lors de l'éclosion de l'œuf, s'attache au premier individu sur lequel il pose son regard. Dans cette perspective, Bowlby a toujours insisté sur le fait que l'attachement est un besoin primaire, nécessaire à la survie de l'espèce. L'idée étant que l'attachement correspond à une stratégie de protection de soi-même, on pourrait dire, alors que nous vivons dans une société ou un environnement qui ne sont pas forcément protecteurs, cela depuis la nuit des temps. Et pour augmenter la proximité des personnes qui prennent soin de lui, le bébé a à sa disposition tout un répertoire de signaux comme les pleurs, le sourire, l'agrippement, les vocalises. Reprenons l'exemple des pleurs des tout-petits. Il s'avère que l'une de leurs fonctions, c'est justement pour le bébé d'échapper au danger en provoquant l'aide de l'adulte. Évidemment, j'aimerais rajouter dans le meilleur des cas. Parce que dans cette situation où un tout-petit est en détresse, la proximité relationnelle qu'il va ressentir en étant porté, en étant sécurisé pendant qu'il pleure, va permettre l'activation de son bulbe olfactif dans son cerveau mammalien et ainsi favoriser la libération d'ocytocine, qui n'est pas, comme on dit bien souvent, l'hormone du bonheur, mais véritablement l'hormone de l'attachement. En fait, on sait maintenant que le sentiment de sécurité est directement relié à un taux d'ocytocine intracérébrale. Donc, si un tout petit est en détresse, pleure et on ne vient pas le réconforter, mais on cherche par exemple simplement à stopper ses pleurs, malheureusement, il va vivre à ce moment-là une situation qui ne lui permettra pas de se sentir protégé, réconforté, ce qui risque à moyen ou long terme d'augmenter encore sa détresse et de favoriser des troubles réactionnels. Mais pas que. Si initialement l'intensité de sa détresse est importante, et si la répétition des situations de contrôle ou de répression des pleurs sont nombreuses et répétées, il est aussi possible que le tout-petit soit alors dans une situation où vont émerger des phénomènes dissociatifs. J'y reviendrai. Revenons au cœur de notre sujet, la théorie de l'attachement. Comme chaque être humain est différent et chaque environnement est différent, on observe donc des stratégies d'adaptation multiples en fonction des individus. Et pour un bébé, on sait aussi que ces stratégies vont aussi changer en fonction des interactions et des personnes qui prennent soin de lui. Le tout ayant évidemment des conséquences très importantes, car si l'environnement est, on va dire, dysfonctionnel, ces stratégies d'adaptation risquent de l'être aussi. Des attitudes que l'on appelle par exemple le retrait relationnel. Alors, en sachant qu'un bébé n'a pas la liberté de partir quand une situation ne lui plaît pas, il n'a pas d'autre choix que de la subir. Comme vous pouvez l'imaginer, si un bébé se trouve dans son environnement
les réponses à ses besoins aussi bien affectifs et tous les autres en lien avec ses besoins fondamentaux. Il va développer des stratégies d'adaptation qui correspondent justement à la disponibilité et les soins dont il bénéficie. Malheureusement, dans un contexte où il va être confronté à de la négligence, de l'absence, voire de la violence, eh bien, pour pouvoir continuer à se sentir en sécurité, il va devoir développer des stratégies plus complexes. Par exemple, en dissociant l'information vécue à la fois sur un plan temporel, sur le plan émotionnel ou physique. Finalement, la théorie de l'attachement décrit comment les interactions précoces influencent le développement émotionnel et comportemental d'une personne. C'est ce qu'il est convenu d'appeler les MIO, modèles internes opérants, qui sont des représentations psychiques sur différentes strates de notre mémoire, épisodique, procédurale, sémantique. Ces MIO permettent au tout petit d'organiser ses expériences associées à son sentiment de soi qui émerge au fil du temps. Et suivant ses expériences vécues, les ressources qu'il va trouver pour ne pas être seul quand il est en détresse, cette notion de MIO nous donne une perspective sur la manière dont l'environnement influence une personne. Avant de voir ce qu'il en est du lien possible existant entre la théorie de l'attachement et les troubles dissociatifs, je voudrais rappeler en quelques mots à quoi il est fait référence quand on parle de troubles dissociatifs. Le plus simple pour en savoir plus serait que vous y alliez d'abord écouter la saison 1 du podcast AFT des dissociations et que vous écoutiez le premier épisode, le traumatisme et la dissociation, depuis quand on en parle, de Sophie Lequillet-Aubin, et ensuite l'épisode 9 sur la dissociation péritraumatique avec Isabelle Roy. Alors, que veut dire trouble dissociatif ? Eh bien non, ce n'est pas la schizophrénie. Bessel van der Kolk a écrit en 2015 « La dissociation et l'essence du trauma ». Il fait ici référence à la dissociation pathologique, celle qui correspond à un manque d'intégration normale des pensées, des émotions, des expériences vécues dans le champ de la conscience et de la mémoire. C'est-à-dire en étant conscient de la réalité telle qu'elle est, en l'acceptant et en s'y adaptant. Ce qui va être par exemple contredit quand on voit un patient souffrant d'une dépression sévère et des troubles anxieux du plus loin qu'il s'en souvienne, mais qui vous affirme rapidement quand on l'interroge sur son enfance, j'ai vraiment pas eu à me plaindre, j'ai eu des bons parents, une enfance heureuse on pourrait dire. Alors qu'en réalité, on s'aperçoit ensuite que la personne n'a quasiment aucun souvenir avant ses 10-12 ans. De même, on observe très fréquemment que les personnes souffrant de troubles dissociatifs importants présentent une comorbidité sur le plan psychopathologique. Par exemple, troubles de la personnalité borderline, dépression, troubles des conduites alimentaires, multiples dépendances. Bon, j'arrête là cette liste non exhaustive, en sachant que les troubles dissociatifs sévères sont le plus souvent associés également à des symptômes somatiques, avec par exemple des migraines, des automutilations, des douleurs chroniques, voire une insensibilité à la douleur. Là aussi, la liste est longue. Et voilà, ça nous amène sur une dimension qui est très psychophysiologique, directement en lien avec la dissociation, à savoir le plus souvent une psychopathologie qui fait référence à la petite enfance. Or, il apparaît également que la plupart de ces patients adultes présentent ces symptômes, ces signes de dissociation, dans le sens où il s'agit de réminiscences sensorielles associées à des vécus traumatiques datant de la petite enfance. Ils ont alors été confrontés à des situations où, comme le disait Putman en 1997, la dissociation est la fuite quand il n'y a pas de fuite. En ce sens, on peut considérer que les échanges relationnels, par exemple en réponse aux pleurs, ont façonné des connexions structurellement au niveau de notre système nerveux pendant notre petite enfance, possiblement en le désorganisant. En fait, les tout-petits intériorisent le côté dysrégulé des adultes face à eux
Et plus la dysrégulation des adultes est importante, plus ils risquent d'être contaminés par les troubles dissociatifs des adultes auxquels ils sont confrontés. Comme exemple, je repense à une scène que j'ai vue dans une rue à Paris il y a quelque temps, où une petite fille qui devait avoir entre 2 et 3 ans pleurait vraiment à chaudes larmes. Et sa mère était excédée parce qu'elle n'avançait plus. Et tout d'un coup, sa mère lui a hurlé dessus « Arrête de pleurer ou je t'abandonne !» Et la petite ne s'étant pas arrêtée de pleurer, quelques instants après, la mère lui a à nouveau hurlé dessus « Mais arrête de pleurer ou je t'abandonne ici !» Voilà un exemple de comportement alors à la fois dissociatif et probablement dissociant de l'adulte. Alors venons-en à la question que vous attendez toutes et tous. Y a-t-il une interrelation entre la théorie de l'attachement et les troubles dissociatifs ? Eh bien en fait, je pourrais reprendre cet exemple parce que oui, à ce moment-là, en entendant sa mère lui hurler dessus pour la 2e fois, la petite fille s'est arrêtée de pleurer et a continué à marcher mécaniquement. Mais pour moi, cette scène qui a duré à peine quelques secondes illustre ce phénomène d'absorption où la petite fille a en quelque sorte intégré la déconnexion relationnelle de sa mère vis-à-vis de sa détresse. Elle s'est anesthésiée comme sa mère était anesthésiée dans un moment où son système d'attachement était activé, où elle avait le plus besoin de sa mère. Pour comprendre cela plus en détail, revenons tout d'abord à la théorie de l'attachement. Mary Ainsworth, dans les années 70, a mené des recherches grâce à une expérience qu'elle a appelée « la situation étrange », permettant de différencier plusieurs styles d'attachement. Des styles d'attachement qui, rappelons-le, ne sont pas des catégories psychopathologiques. De façon expérimentale, avec des tout-petits âgés de 12 mois, elle a utilisé un protocole en 8 épisodes de 3 minutes chacun, impliquant entre autres 2 séparations avec la mère, ainsi qu'une rencontre avec une personne inconnue du tout-petit. Et ce sont les réactions du tout-petit, en particulier lors des retrouvailles avec la mère, qui ont permis ainsi de renseigner les chercheurs sur la qualité, le degré de sécurité ou de vulnérabilité du tout-petit. Cela en fonction des stratégies d'adaptation plus ou moins rigides utilisées par le tout-petit pour gérer ces différentes situations de stress. Avec d'un côté des observations où les tout-petits présentent ce qui est appelé généralement un attachement sécure, c'est environ 50 à 60% de la population, et puis d'autres formes de style d'attachement que Maine a appelé par la suite donc insécure, comme l'attachement insécure évitant, qui concerne environ 20 à 25% des personnes. Dans ce cas-là, le tout-petit ne faisait pas appel à l'aide. À mesure que son stress augmentait, il avait plutôt tendance à masquer sa détresse. Dans ce cas, le tout-petit avait tendance à garder le contrôle en diminuant la réactivité de son système d'attachement à l'égard de son parent. Maine a aussi parlé de l'attachement insécure ambivalent ou résistant qui concerne environ 15 à 20% des personnes. Là, le tout-petit se montrait alors ambivalent, manifestant à la fois de la détresse lors de la séparation, mais avec un mélange de recherche de contact ou de rejet, plein de colère au moment des retrouvailles, finalement en ayant des difficultés à être réconforté ou à se laisser réconforter. Et plus tard, en 1991, George Maine et Kaplan décrit des situations correspondant à un style d'attachement qu'ils ont appelé désorganisé, qui concernerait 5 à 10% de la population. Avec par exemple un tout petit qui se fige au moment des retrouvailles, comme s'il y avait un mélange d'appréhension ou de confusion. Par exemple aussi en voyant des comportements qui peuvent être opposés, qui sont exprimés simultanément, comme à la fois se rapprocher et détourner la tête. D'où l'expression d'enfants désorientés, désorganisés. Alors pour les chercheurs, il s'agissait d'enfants victimes de maltraitance ou témoins de violence, c'est-à-dire des enfants dont les figures d'attachement sont elles-mêmes terrifiées ou terrifiantes. À nouveau, je précise que cette appellation d'attachement désorganisé n'est pas un diagnostic psychopathologique.
Mais je vais rajouter une autre catégorie, très rarement citée par les spécialistes de l'attachement eux-mêmes. En effet, dans l'analyse de leur questionnaire appelé AAI pour les adultes, Marie Men et un de ses collègues S ont évoqué encore une autre catégorie d'attachement qu'ils considèrent comme inclassifiable. Alors là, le temps me manque pour vous détailler cela, mais il semblerait que dans cette catégorie, on retrouve des personnes ne présentant pas un seul style d'attachement. En fait, elles peuvent en présenter plusieurs. Ce qui, soit dit en passant, pourrait tout à fait illustrer un profil de trouble dissociatif de l'identité ou de trouble dissociatif de l'identité partielle. Pour rajouter encore un petit peu de complexité, je vous ai parlé jusque-là des travaux d'une élève de Mary Ainsworth, Marie Men. Mais en fait, Mary Ainsworth a eu 2 étudiantes qui ont grandement aidé au développement de cette théorie. Donc la première, Marie Men, qui a principalement basé ses travaux de recherche sur des populations non cliniques, et Patricia Crittenden, bien moins connue en France, qui a développé une autre manière de concevoir l'attachement et la manière dont il s'organise et s'exprime, en particulier à partir de populations plus cliniques, notamment avec des observations dans le cadre de mesures de protection de l'enfance. Alors, faute de temps, il m'est un petit peu difficile de vous résumer ce 2e modèle théorique. Cependant, s'agissant par exemple de l'attachement insécure, pour Crittenden, ce n'est pas un échec, au contraire. C'est finalement une véritable solution que le tout petit a trouvée face à un environnement où ces figures d'attachement ne sont pas ou peu disponibles. Certes, c'est une forme d'adaptation qui a un coût, mais c'est la meilleure manière qu'il a de fonctionner, on va dire, pour survivre. Donc là où Crittenden nuance le propos de Main par rapport à la notion d'attachement dit désorganisé, c'est en considérant qu'au contraire, ce sont des stratégies adaptatives très complexes et très organisées finalement. Alors pour terminer, je souhaiterais maintenant aborder brièvement la question de la prise en charge thérapeutique prenant en compte la théorie de l'attachement dans le traitement des troubles dissociatifs. À la lumière de tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, on mesure combien toute approche psychothérapeutique sur ces problématiques nécessite d'être personnalisée et centrée sur le patient. Je vous disais au départ combien parfois on peut être surpris que ces événements précoces, préverbaux puissent encore nous perturber. Je vais vous en donner un exemple avec la psychothérapie EMDR que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir dans le podcast numéro 4 de la saison 1 avec Hélène Delucci. Donc l'EMDR fait partie des psychothérapies qui s'intéressent depuis plus d'une vingtaine d'années aux traumas préverbaux en prenant en compte la théorie de l'attachement. Donc là, il me vient un exemple pour illustrer cela. Je me souviens d'une patiente qui avait souhaité être aidée parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à dépasser le traumatisme de son accouchement. En fait, elle n'arrivait pas à ne pas être angoissée par son bébé la nuit. Elle se réveillait de multiples fois en le cherchant dans son lit. Plus d'1 an auparavant, elle avait été hospitalisée en urgence pour une césarienne à 6 mois et demi de grossesse. Son bébé avait été ensuite transféré dans un service de réanimation néonatale le plus proche. Et puis après plusieurs semaines de soins, son bébé est revenu à la maison en bonne santé. Je précise que son enfant n'a pas présenté de séquelles de sa prématurité, mais depuis la naissance de son fils, toutes les nuits, cette maman se réveillait anxieuse en cherchant son bébé dans son lit. Et ça faisait maintenant plus de 6 mois au moment de notre première rencontre. Alors, lors de la première phase du protocole EMDR, avec évidemment un temps d'anamnèse, aucun autre événement traumatique n'avait été signalé, en particulier autour de cette sphère-là, gynécologique ou obstétricale. La maman n'avait pas d'antécédents psychiatriques, elle avait même, avant sa grossesse, entrepris une psychothérapie pendant près de 2 ans, dans le but de développer une meilleure confiance en soi. Cette maman, elle n'exprimait pas d'autres souffrances que ces nuits interrompues toujours par le même scénario. Donc, a priori, pas d'autres inquiétudes. Et donc, toujours dans cette première phase de la thérapie, où je vais expliquer un petit peu le fonctionnement de l'EMDR, on a commencé à faire donc des stimulations bilatérales alternées pendant toute une phase de préparation qui lui ont finalement servi à se sentir plus en confiance, plus en sécurité, avec un lieu tranquille.
Et puis donc, au terme de cette phase vraiment sans difficulté, il a été possible de travailler sur les souvenirs traumatiques concernant sa césarienne. Et en choisissant de démarrer chronologiquement par le premier instant vécu comme traumatique, c'est-à-dire le moment où elle a perdu les os, on a commencé à travailler avec cette approche thérapeutique qui repose donc sur les stimulations bilatérales alternées. Et puis pendant la suite du traitement permettant de cibler ces réseaux, c'est vrai qu'on avait aussi préalablement repéré comment ces souvenirs traumatiques avaient été encodés. Alors par exemple avec la croyance que je ne mérite que de mauvaises choses, des sensations corporelles avec par exemple des douleurs dans le dos au niveau du plexus. Et la maman avait alors décrit, en pensant à ce souvenir, ressentir de la peur. Et là, elle évaluait son niveau de perturbation au début de cette séance à 5 sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum de ce qu'elle pouvait imaginer. Et donc, pendant la phase dite de désensibilisation, après plusieurs séries de stimulations bilatérales alternées, la mère a senti rapidement que la peur grandissait en elle, la tristesse également. Et puis elle a continué à avoir d'autres moments en lien avec son accouchement se dérouler sous ses yeux. Et puis, comme ça se passe habituellement dans ce genre de séance, à la fin de cette première séance, là, qui avait duré, je crois, 1h30, son état s'était sensiblement amélioré, puis elle ressentait plus autant la peur ou les sensations décrites au départ. Pendant la séance de MDR suivante, en repartant du même souvenir, j'ai commencé à observer l'apparition de sensations perturbantes physiques, de plus en plus. Et là, soudainement, la mère, elle a fait le lien avec un épisode de sa petite enfance qui jusque-là était resté sous silence. Et là, elle a été très décontenancée parce qu'elle avait finalement l'impression de revivre une situation qui n'avait rien à voir avec celle de son accouchement. En fait, elle se sentait là envahie de sensations douloureuses très différentes, comme si elle était immobilisée, attachée. Et là, elle a eu beaucoup de mal à contrôler la détresse qui l'a débordée. Elle a alors beaucoup pleuré. Et ce que j'ai appris ensuite, c'est que, à peu près de l'âge de 2-3 mois jusqu'à l'âge d'1 an, puis encore par période de plusieurs semaines, elle a été très longuement hospitalisée, en restant alitée et plâtrée, bébé, afin de corriger une luxation de la hanche. En fait, la scène traumatique initiale de sa césarienne, quand elle se voyait entourée des soignants, a réactivé une scène similaire quand tout bébé, elle se trouvait ainsi attachée. Pendant la séance suivante, cette mère a encore ressenti à nombreuses reprises un vrai état d'impuissance, vraiment de solitude extrême et puis de terreur interminable. C'est vraiment ce côté interminable qui caractérise les vécus traumatiques des tout-petits. Voilà, avec ce sentiment que elle pourrait jamais en voir la fin. Et puis entre-temps, entre 2 séances, différents échanges avec sa mère lui ont confirmé que oui, en fait, les nuits passées dans le service de pédiatrie pendant des semaines avaient été particulièrement difficiles. Alors, d'une part, les parents n'étaient pas autorisés à y rester. Et au matin, sa mère se souvenait, donc plus de 30 ans auparavant, qu'elle la retrouvait fréquemment affamée. Puis elle avait pu noter que certaines infirmières étaient négligentes, voire maltraitantes avec d'autres tout petits dont les parents ne venaient pas. Voilà. Et puis après 2 autres séances de désensibilisation de MDR, la maman s'est plus réveillée la nuit en cherchant son bébé. Elle n'a plus de cauchemars. Par contre, elle a encore éprouvé des difficultés à aller se coucher pendant quelque temps. Et à son grand étonnement, à la crèche comme à la maison, des progrès spectaculaires de son fils sur le plan moteur ont été observés dès la fin de la première séance de MDR. Je précise que son fils n'était pas là en séance. Il est maintenant temps de conclure cet épisode en considérant que l'attachement et les troubles dissociatifs sont intrinsèquement liés. Même si nous avons beaucoup de difficultés à envisager que nous avons pu traverser des expériences traumatiques au cours de notre petite enfance, c'est bien leur prise en compte, leur compréhension approfondie qui est essentielle pour toute intervention thérapeutique efficace en cas de troubles dissociatifs. En tant que professionnel, notre rôle est de naviguer dans ces complexités avec empathie,
sans perdre de vue que ces situations peuvent aussi venir éveiller chez nous ces zones d'ombre, ces angles morts. Voilà, j'espère que cette session vous a apporté de nouvelles perspectives pour enrichir votre pratique. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver le blog de François Louboff sur l'attachement entre adultes et sur d'autres thèmes en lien avec l'attachement sur son site françoislouboff.com. Vous aurez aussi l'occasion très prochainement, dans le courant de l'année 2024, l'occasion de découvrir un nouveau livre dans la collection AFTD aux éditions Satas, un ouvrage qui sera très bientôt traduit de Giovanni Lotti, grand spécialiste de l'attachement. Voilà, il me reste juste à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à une prochaine fois pour un prochain podcast. Le podcast Dissociation, au pluriel, est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lequier-Cobin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Éric Binet et monté et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Ligny. Ce podcast est en accès libre, à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir l'AFTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. La prochaine fois, Déborah Whistler nous racontera le lien entre dissociation, addiction et troubles du comportement alimentaire. Un exposé passionnant expliquant des comportements souvent décriés alors qu'ils ont une certaine utilité. Merci de votre écoute et à très vite.